Le sujet de cette présentation, c'est le télétravail et la sécurité des données. On est de plus en plus amené à utiliser, que ce soit des smartphones, des iPads ou d'autres laptops, depuis l'extérieur de l'entreprise. Et je pense que c'est important de prendre en compte un petit peu, comprendre ces enjeux et savoir quels sont les risques qui sont également associés. Dans la pratique quotidienne, ce que j'aperçois, c'est que dans les grosses entreprises, ils ont mis en place de la gouvernance, ils ont mis en place des mesures appropriées pour sécuriser leur information. En grande partie, c'est qu'ils ont les ressources nécessaires pour le faire, mais également c'est qu'ils sont obligés légalement. Par contre, au niveau des PME, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas. Soit que les personnes ne sont pas vraiment conscientes de cette importance-là, ou alors n'ont pas simplement les ressources à mettre en place. Donc, elles mettent des solutions peut-être plus techniques en place, sans vraiment avoir une cohérence. Et moi, ce que je vous propose de vous présenter pendant cette session, c'est un petit peu qu'est-ce que vous pouvez avoir comme risque lié au télétravail. Et également, dans une deuxième partie, c'est de vous montrer quelques exemples de solutions ou également des notions importantes pour mettre en place une bonne gouvernance sur la sécurité des données. Donc, je connais déjà certaines personnes. Par contre, pour les autres, permettez-moi rapidement de me présenter. Donc, comme a dit Céline, j'ai une formation en informatique et également d'économiste. Actuellement, je termine un master en management de la sécurité ici à la HEG de Genève. Et ça me permet vraiment de consolider, capitaliser un petit peu sur mes connaissances et mon expérience. Alors, principalement, mon expérience, c'est dans le développement bancaire, où j'ai passé pratiquement 9 ans à développer des applications Java et Web. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je suis un peu restreint et j'aimerais comprendre beaucoup mieux la vision globale de l'informatique. Et donc, je me suis réorienté sur la partie audit de systèmes d'information dans le domaine bancaire. Puis, depuis 2010, je suis consultant principalement pour aider les entreprises à mettre en place des bonnes pratiques, une meilleure gouvernance de leur système d'information. J'ai une deuxième casquette à côté qui est celle de formateur, toujours dans les domaines gouvernance, audit et management de sécurité, où je donne des cours d'analyse de risque ici à la HEG pour les bachelors. Également, je donne des cours régulièrement chez un partenaire Digiconf et j'aide les sociétés également dans l'accompagnement de leur mise à jour de migration de système, par exemple, pour sensibiliser les différentes parties prenantes sur les risques liés à l'information. Alors bon, j'ai toute une série de certificats qui sont liés au fait que, en tant que formateur, je suis obligé d'être certifié. Mais ça me permet d'avoir une vision assez globale des normes et des standards à utiliser dans le cadre de systèmes d'information et donc pouvoir apporter mon expertise là-dedans. En résumé, si je devrais dire, j'ai deux activités principales. Une qui est plus sur l'analyse et l'audit des systèmes d'information. Donc ça peut être des audits du style ISO 27000, analyse de maturité de la gouvernance, et également analyse de risque du système d'information. Puis dans la deuxième partie, j'aide les sociétés à mettre en place soit leurs mesures de sécurité, également définir des tableaux de bord, donc des métriques adaptées, et pouvoir ressortir l'information à différents niveaux du management, et également à mettre en place des plans de contrôle pour s'assurer que les mesures mises en place sont bien implémentées et sont efficaces. C'est-à-dire qu'elles répondent aux besoins de l'entreprise et également qu'elles sont efficientes. Donc elles s'optimisent au niveau des ressources. Voilà pour la présentation, je ne vais pas m'étendre plus loin. On pourra toujours discuter par la suite si vous désirez. Au niveau de la présentation, ça consistera en deux parties. La première, je vais vous parler des impacts sur le télétravail. Le fait de travailler en dehors de la société amène de nouveaux risques dans l'entreprise. Et donc c'est bien de se rendre compte un petit peu sur quoi vous devez travailler. Donc tous les exemples que je vais vous montrer sont basés soit sur la vie pratique, des situations que j'ai déjà vécues, ou alors celles que certains de mes collègues ont vécues. Puis dans une deuxième partie, je vais vous montrer quelles mesures vous pouvez mettre en œuvre pour vous assurer d'avoir une bonne gouvernance, donc de bien gérer la sécurité de votre information, toujours dans le cadre du télétravail. Ce que j'aimerais poser comme question tout d'abord, c'est quelles sont les personnes qui ont du télétravail au niveau de leur entreprise, c'est-à-dire qui travaillent à distance. D'accord. Quelles sont les personnes qui utilisent également leur smartphone pour accéder à leur messagerie professionnelle? Voilà. Donc ça, c'est également du télétravail. C'est-à-dire que vous allez accéder aux ressources de l'entreprise depuis l'extérieur. Donc, parlons des impacts sur le télétravail. Qu'est-ce que le télétravail? C'est simplement un nouveau mode d'organisation qui se met en place
où les personnes de l'entreprise accèdent aux ressources internes depuis l'extérieur. Alors ça peut se faire de différentes façons. Il y a deux composantes principales qu'on peut voir. La première, c'est lié au support amovible. C'est-à-dire que vous pouvez sortir des données soit sur des clés USB, sur des CD, sur des disques durs. Vous pouvez brancher facilement, on a des laptops. Le problème, c'est que là-dessus, vous pouvez mettre de l'information qui est sensible. Donc ça peut être de l'information qui est confidentielle, qui doit être accessible que par certaines personnes. Mais sur ces supports-là, l'information qui s'y trouve peut être également modifiée par quelqu'un. Imaginez que vous perdez la clé USB, une personne aura accès à votre information. Elle pourra la modifier. Alors, il arrive de temps en temps où on trouve des clés USB sur les parkings ou alors devant l'entrée de certains bâtiments. Je pense peut-être à des banques, des assurances. Et simplement, sur la clé USB, il y a le logo de la société. Alors, la personne qui trouve ça se dit « Ah, c'est un collègue qui a oublié, on prend, on veut regarder à qui ça appartient, on met dans notre système et au moment où on ouvre, on est attaqué par un virus ou autre chose. » Et c'est clair que si votre ordinateur est attaqué, le fait de se connecter sur le réseau de l'entreprise, vous aurez des problèmes également en infectant votre réseau. Donc, c'est important de pouvoir protéger ces supports, parce que ça se vole rapidement. Il n'y a pas vraiment de contrôle d'accès physique sur ces supports. Deuxième composant, ce sont les appareils mobiles. Les appareils mobiles, on en a de toutes sortes. Laptops, des iPads ou alors des smartphones. Et également, quels sont vos contrôles déjà au niveau de l'accès physique sur ces appareils et également au niveau accès logique sur les applications ou les données que contiennent ces appareils. Donc également, il faudra s'assurer que les risques à ce niveau-là soient gérés. Donc si on regarde un peu plus près les risques et les enjeux du télétravail, ce qu'il faut voir, c'est que d'une part, vous avez un manque de contrôle d'accès physique. Donc, si je prends deux cas, il faut regarder par rapport aux statistiques d'assurance qu'il y a en gros 30 000 vols sur des véhicules. Combien de personnes laissent leur laptop à un moment donné de la journée dans leur véhicule? Ça veut dire que chaque jour, on a environ 100 vols par jour dans des véhicules. Combien de laptops sont situés dans ces véhicules? Également, aux États-Unis, ils estiment à 12 000 laptops volés ou perdus dans les aéroports chaque semaine. En Europe, ils estiment à 3 500 dans les 8 aéroports principaux. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a un fort risque d'oublier ou de perdre son laptop avec des informations sensibles et confidentielles. Je ne parle pas encore de tout ce qui est perdu dans les trains, dans les taxis, où on monte ce chiffre à plusieurs dizaines de milliers. Donc, c'est important de s'assurer que si votre support ou votre ordinateur portable se fait voler ou vous le perdez, vous puissiez assurer la protection physique, c'est-à-dire que la personne qui le trouve ne pourra pas accéder sans autre à ces informations. Également, peut-être possibilité de mettre des traceurs. Ça se fait avec les laptops et les smartphones où on installe un logiciel dessus qui va communiquer via GPS la position de votre appareil. Et ça permet ensuite de pouvoir retrouver plus facilement et de retrouver ces informations. Deuxième risque, c'est que en travaillant depuis l'extérieur de votre entreprise, vous passez sur des réseaux qui sont non sécurisés, non gérés par l'entreprise. Ce qui fait que vous ne savez pas ce qui se passe sur ces réseaux. Donc, à vous de prendre les sécurités nécessaires pour assurer d'une part la confidentialité, s'assurer que la transaction ou la requête que vous avez faite n'a pas été modifiée par quelqu'un d'autre, et que la personne qui se connecte depuis l'extérieur et se prétend être un employé est réellement un employé et pas un pirate qui essaie d'accéder à votre système. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que on considère toujours que ce sont les grosses sociétés ou les banques qui sont attaquées. 30% des attaques concernent quand même les PME. Pourquoi? Parce que leur système de sécurité est souvent inférieur à celle des grandes sociétés. Donc c'est beaucoup plus simple d'aller attaquer une PME, et plein de PME ont des informations intéressantes du point de vue pirate. Également, on utilise le Wi-Fi. Vous vous déplacez, vous allez à l'hôtel, vous allez dans le train, vous allez dans une gare, vous allez dans un lieu public, vous avez accès à une borne Wi-Fi. Vous vous connectez pour effectuer vos opérations quotidiennes. Êtes-vous sûr que le Wi-Fi est vraiment sécurisé? Ce qu'il faut savoir, ce sont des ondes qui traversent. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui écoute les ondes
pourrait être amené à découvrir ce que vous faites. Donc, il ne faut peut-être pas simplement compter sur la bonne volonté du fournisseur Wi-Fi pour protéger vos informations. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, ça serait peut-être ajouter à votre niveau des mesures pour encrypter, pour sécuriser les connexions vers l'extérieur. Du style, connexion VPN. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est, simplement ça vous assure une sécurité, c'est une solution qui assure une forte sécurité entre les collaborateurs externes et l'entreprise. Et c'est en gros la solution la plus utilisée dans le monde. Également dans vos entreprises, vous avez peut-être des bandes d'accès Wi-Fi pour permettre dans les salles de réunion de pouvoir se connecter rapidement au réseau. Êtes-vous assuré que votre Wi-Fi ne déborde pas en dehors des bâtiments? Et donc quelqu'un à l'extérieur, comme ce pirate, essaye de rentrer dans votre système. Et une fois qu'il a accès à votre système, il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Donc dans ce cas-là, il faudrait s'assurer que l'émission des ondes reste concentrée à l'intérieur du bâtiment. Donc la bonne pratique dit qu'il faudrait mettre les points d'accès au centre du bâtiment et d'éviter de diffuser avec une trop grosse puissance. Également, statistique française, 10 millions de Français sont victimes environ chaque année par la cybercriminalité. Ce qui veut dire que ça devient un des fléaux les plus importants au niveau de la criminalité. Avant tout ce qui avait drogue, sexe et criminalité traditionnelle. Donc c'est important de se protéger. Également, un des risques majeurs, c'est que vous allez utiliser des informations depuis l'extérieur. Donc, informations sensibles disponibles à l'extérieur de l'entreprise. Quelques exemples. Espionnage industriel dans les taxis et les trains. Quelqu'un disait que s'il devait fournir des agents de renseignement au gouvernement, il faudrait engager des chauffeurs de taxi. Vous téléphonez dans les taxis, vous parlez ouvertement de certaines choses confidentielles, et donc ce sont les meilleurs agents pour rapporter l'information à différents niveaux. Également dans les trains, combien de personnes travaillent avec son portable dans le train, dans un café? Est-ce que vous êtes assuré que personne d'autre puisse avoir accès à votre écran? Si vous avez des informations sensibles, vous devrez peut-être prendre une mesure de mettre une sorte de filtre qui évite à une personne placée juste à côté de vous d'accéder à votre information. Également, c'est arrivé à des collègues, ils se déplaçaient en avion pour aller auditer une banque au Tessin. Manque de chance, c'était l'hiver, il y avait du brouillard à Lugano. Et donc, ils ont été déportés à Milan parce que Lugano ne permet pas l'atterrissage aux instruments. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont eu la surprise à Milan d'avoir les douaniers qui les ont réceptionnés. En sachant que ça venait de Genève, que c'était pour Lugano, mais les douaniers ont intercepté toutes les personnes et ils ont contrôlé tous les bagages. Donc si vous avez des documents, papiers, c'est quand même de l'information qui peut être confidentielle, est-ce que vous êtes sûr que vos employés ne les transportent pas de façon non sécurisée? Également dans les trains, il y a eu il y a quelque temps dans le train de TGV Paris-Genève, où les douaniers ont intercepté toutes les personnes qui avaient costume de cravate, en supposant que c'était des banquiers. Et donc, ils ont commencé à analyser les laptops, les smartphones. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous sortez de Suisse, les douaniers français ont quand même un petit peu de plus de pouvoir que les douaniers suisses, parce qu'ils ont un mandat permanent. Donc, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, également, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? S'assurer que les employés ne transportent pas de l'information confidentielle de façon non sécurisée. Alors, soit que c'est dans un laptop, par exemple, et que c'est encrypté, qu'il y a des gestions d'accès pour éviter que la personne divulgue l'information à un douanier, ou alors mettre en place d'autres systèmes qui interdisent de transporter avec soi l'information, mais qui autorisent uniquement la connexion depuis des postes sécurisés dans d'autres agences, par exemple. Également, un autre risque, c'est le risque qui est lié à la continuité des activités. Il y a eu une statistique qui a été divulguée, je crois, par Gartner, qui disait que 50% des entreprises qui expérimentaient une interruption des activités pendant une semaine de leur système d'information faisaient faillite dans les 3 ans qui suivent. Et je crois que la probabilité montait à 70% environ dans les 5 ans. Ça veut dire que c'est important pour la survie d'une entreprise que les activités critiques de l'entreprise continuent. Alors, activité critique et continuité, est-ce que vous êtes assuré, lorsque vous êtes à l'extérieur de l'entreprise, d'avoir toujours de l'électricité pour pouvoir communiquer avec le réseau?
Est-ce que vous avez prévu des moyens de communication alternatifs au cas où la Wi-Fi de l'hôtel ne fonctionne plus, ou alors que votre carte GSM ne communique plus? Puis également, vos collaborateurs peuvent également faire des erreurs, ou alors peuvent être impliqués, style accident, donc indisponibilité du collaborateur. Est-ce que vos processus sont faits pour pouvoir continuer à fonctionner? Donc, pour répondre à ce genre de risque, d'une part, vous devez faire une analyse de risque, mais également ce qu'on appelle une analyse impact business, c'est-à-dire que c'est orienté sur le métier et se dire quels sont les processus métiers critiques indispensables pour la survie de l'entreprise. À partir de là, ça sera de définir quelles sont les ressources nécessaires et le temps maximum que vous pouvez supporter ces systèmes qui ne soient pas présents. Et après, mettre en place les mesures nécessaires pour assurer soit des solutions alternatives, soit d'éviter qu'un maillon de la chaîne de productivité manque et que ça fasse tomber toute la chaîne. Voilà. Donc, je vous ai montré 3 types de risques. Il y en a plein d'autres. Par contre, si on veut parler un petit peu sécurité, en niveau de chiffres, ce qu'il faut voir, c'est que le risque principal dans une entreprise, ce qu'on considère le risque humain. Parce que l'humain peut être corrompu, peut faire une erreur, il peut être malade, il y a plein de raisons. Et donc, les menaces, on les considère surtout du niveau interne d'une entreprise. Parce que les personnes en interne ont accès directement aux informations et aux systèmes critiques. Donc, sont plus à même de pouvoir commettre des actions. Par contre, si on regarde les statistiques, on estime que 35% des problèmes liés à la perte de données sont dus à des agents externes, contre 65% en interne. Donc le risque interne est quand même plus grand. Par contre, il faut voir que la majorité au niveau des coûts, c'est lié à des externes. C'est-à-dire une attaque externe est plus coûteuse qu'une attaque interne, théoriquement. Également, en interne, 35% provient de la négligence des employés. On ne sait pas. Ah, mais c'est pas important. Oui, j'ai entendu, mais je ne me souviens plus. Voilà. Souvent, on entend ce genre de commentaires. Ce qu'il faut voir, c'est que pour réduire le risque humain dans l'entreprise, la meilleure solution et la plus efficace au niveau coût, c'est la formation et la sensibilisation. Vous allez réduire le niveau, vous allez augmenter leur niveau de conscience, réduire les niveaux de risque assez rapidement avec des solutions assez efficaces. Après, c'est clair qu'une fois que les personnes sont informées, formées, il faudra mettre en place d'autres mesures. Et cette formation et sensibilisation, ce n'est pas simplement une fois, c'est fini. Non, c'est périodiquement. C'est-à-dire chaque année, il faudrait rappeler les bonnes pratiques. Les risques de l'entreprise évoluent chaque moment, chaque année. Donc il faudrait revoir vos risques, revoir les solutions à mettre en place et également informer des changements de l'environnement à toutes les personnes présentes. Également, si je regarde au niveau sécurité, selon d'autres rapports, il y a Cisco et Symantec qui ont fait des rapports intéressants. Un en 2008, où on disait que 43% des personnes dans l'entreprise faisaient leur achat sur Internet avec leur ordinateur professionnel. C'est-à-dire en dehors de toute activité professionnelle. Ils se connectent sur des sites, des serveurs. Est-ce que vous êtes sûr que ces serveurs ne sont pas piratés? Le fait d'avoir un virus qui arrive sur votre ordinateur professionnel mais à la maison va faire aussi que vous allez impacter le réseau de l'entreprise. Également, 21% des personnes autorisent d'autres personnes à utiliser leur ordinateur professionnel. Alors, souvent, les personnes ont un ordinateur, ils vont à la maison. Ok, l'enfant a envie de jouer à un jeu, ils vont sur Internet, ils le laissent jouer avec plus ou moins de surveillance. Si vous ne le surveillez pas, êtes-vous sûr qu'il ne va pas aller voir des sites interdits, illégaux ou des sites dangereux? Là, vous devrez mettre un contrôle ou alors simplement interdire l'accès à l'ordinateur professionnel et utiliser un ordinateur purement privé pour le faire. Également, 12% pirater la connexion Wi-Fi d'un voisin pour autant, alors 75% trouvaient que ce n'était pas grave, pour autant que le voisin n'était pas au courant. Mais qui dit pirater la connexion Wi-Fi du voisin? Souvent, je pense, c'était dû parce qu'il n'avait pas mis de protection de sécurité, d'encryption. Ça veut dire que le voisin peut lire l'information que vous envoyez. Et donc, vous pourrez avoir accès à des informations confidentielles, modifiées ou refaire des attaques par la suite. 49% également utilisaient leur propre appareil pour accéder aux ressources d'entreprise.
Ça, c'est un point critique. De plus en plus, on a le Bring Your Own Device. Ça veut dire qu'on prend nos appareils pour travailler dans l'entreprise. On mélange données privées et professionnelles. Êtes-vous sûr que les systèmes qu'ils utilisent, les ordinateurs qu'ils utilisent, ont toute la sécurité que vous avez mis en place dans l'entreprise? Antivirus, anti-spam, sécurité renforcée du poste. Donc, si vous voulez autoriser les personnes à prendre leur propre appareil, il faudrait s'assurer qu'ils appliquent la même sécurité que dans votre entreprise. Sinon, c'est le point faible et c'est là qu'on va attaquer. Également, 6% ouvrent leur annexe email provenant de sources inconnues. Donc, vous ouvrez une pièce en attachment, c'est clair que c'est la porte ouverte à toutes les attaques. Donc, ça montre quand même, c'est pas très loin, c'est en 2008, que les personnes qui utilisent l'ordinateur sont des fois conscientes des risques, mais le comportement dans leur activité quotidienne est complètement différent. Également, Symantec mentionnait que pourquoi c'est important de sécuriser l'information, parce que ça représente en gros 50% de la valeur des entreprises actuellement. Et donc, c'est une part importante pour l'entreprise. Si on pense à des entreprises style Facebook, les nouvelles technologies, ils sont uniquement conçus sur l'information. Si leur système d'information tombe, ils ne valent plus rien. Également, 69% des entreprises avaient eu des informations confidentielles exposées. Ça veut dire que divulgation d'informations à l'extérieur. Si c'est le nom de vos clients bancaires qui est divulgué à l'extérieur, comme ce fut le cas dernièrement, ça peut avoir un fort impact sur votre entreprise. Également, si ce sont des données concernant vos employés, dossier médical, ça peut avoir des impacts importants. Imaginons également que des informations importantes ont été perdues dans 70% des cas, donc important d'avoir mis en place des systèmes pour pouvoir récupérer ces informations, et 42% des données dupliquées. Donc, si vous travaillez à plusieurs sur un système, mais offline, ça veut dire sans être connecté à l'entreprise, comment est-ce que vous synchronisez vos données? Donc, toutes ces problématiques-là, vous les retrouvez lorsque vous êtes dans le télétravail. Et c'est important de mettre en place les bonnes mesures pour assurer la sécurité de votre système. Donc, on a passé en revue quelques risques, quelques problématiques. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Ce qui est important, c'est que la sécurité de votre information devrait faire partie intégrante des processus de votre entreprise. Sinon, vous mettrez en place une sécurité qui est approximative, non cohérente avec les objectifs du business. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les informations ne sont pas égales. Vous avez des informations qui sont publiques, que vous mettez sur votre site web. Il y a des informations qui sont confidentielles, comme le prochain bilan d'entreprise, par exemple, ou les données du personnel. Et là, c'est important de passer par une sorte de classification qui permet d'indiquer à toutes les personnes mises en contact avec l'information, est-ce une information que je peux la laisser publique, donc je peux laisser mon document sur la table, sans autre, ou est-ce une information qu'il faut que je la range de façon sécurisée dans un coffre-fort, parce que personne ne devrait y avoir accès. Également, il faut être efficace, efficient. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de ressources limitées. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas dépenser votre temps et votre argent n'importe comment. Il faut mettre là où l'effort est important. Et le moyen de le faire, c'est passer par une analyse de risque, analyse d'impact business, parce que vous allez savoir qu'est-ce qui est important pour l'entreprise et qu'est-ce qu'il faudra protéger. Donc, prioriser le risque et ensuite mettre en place les mesures adéquates. Également, il faudra être consistant. C'est-à-dire que si vous mettez dans votre coin de la sécurité, au niveau peut-être informatique, mais vous ne discutez pas du tout avec le management, ni avec ceux qui s'occupent de l'infrastructure, ça vaut la peine de protéger l'informatique, mais si le reste n'est pas protégé, la faille humaine, c'est le risque principal de l'entreprise. Si vous ne formez pas les personnes à leur engagement sur la sécurité de l'entreprise, voilà, ça ne sert à rien de mettre trop de sécurité au niveau IT purement. Donc ça doit être consistant avec le reste. Pour cela, appliquer une bonne gouvernance. Et au niveau de la gouvernance d'entreprise, intégrer la gouvernance du système d'information, et on verra par exemple avec différents référentiels. Également, rester agile. Votre environnement professionnel change tous les jours. Vous avez des personnes qui arrivent, des personnes qui partent, vos processus évoluent, l'environnement concurrentiel évolue, donc vos risques évoluent. Et pour rester en permanence cohérent, efficace, il faut revoir périodiquement ce que vous avez mis en place et ensuite de pouvoir corriger par rapport à l'évolution. Donc, passons à la mise en place avec des choses un peu plus pratiques.
Premièrement, la classification des informations. Toutes les informations ne sont pas égales, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Inventorier, d'une part, les actifs, les informations que vous avez, puis ensuite de pouvoir les catégoriser. Donc, si vous avez de l'information qui sort de l'entreprise, des systèmes qui sortent de l'entreprise, posez-vous la question des CW. Qui, quand, quoi, comment, CW en anglais. Simplement, qui c'est qui va utiliser cette information? Si c'est une personne en interne, un employé, ou si c'est un client ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, la classification sera sûrement différente. Également, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Est-ce que c'est via le mail? Est-ce que c'est via Internet? Est-ce que c'est via d'autres sources? C'est important également. Ou, si c'est à la maison, on peut supposer que c'est plus ou moins sécurisé, entre parenthèses. Mais si c'est dans un hôtel, on ne peut pas supposer la même chose. Également, quand vous pouvez définir des critères d'accès sur vos ressources selon si c'est la nuit ou si c'est les heures de bureau. Également, important à prendre en compte. Si quelqu'un accède à 3 heures du matin à des informations sur son poste ou sur son serveur, est-ce que ça veut dire que c'est une attaque ou pas? Également, pourquoi? Chaque fois que vous autorisez un accès depuis l'extérieur sur une information ou un système, posez-vous la question, pourquoi il en a besoin? Quelqu'un qui n'a pas besoin de cette information, on ne lui donne pas d'accès. Plus vous restreignez la surface d'attaque, moins vous avez de risques. Et également, comment c'est accessible? Parce que la sécurité sur un portable ou un laptop n'est pas la même. Donc, ces 6 questions vous permettent vraiment de cartographier vos données et de pouvoir appliquer la bonne classification. Ça, c'est un exemple de classification que j'utilise dans une analyse de risque. Alors c'est un exemple, à vous d'adapter pour votre entreprise, où vous prenez les 3 critères principaux de la sécurité, confidentialité, intégrité, disponibilité, puis vous estimez quelle est la quantification du besoin en sécurité. Et simplement, à chaque niveau, vous allez discuter avec les personnes compétentes dans l'entreprise et évaluer un niveau. Par exemple, mon système ne peut pas être arrêté plus d'une journée, ok, c'est un système qui est peut-être fort. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous êtes à la bourse, vous ne pouvez pas accepter d'interruption totale de votre système. Par contre, si vous êtes un coiffeur qui avait simplement un ordinateur pour rentrer vos factures, vous pouvez le faire manuellement, puis ensuite vous mettez à jour votre système. Voilà. Donc ça va être dépendant du contexte de votre entreprise. Le côté efficient, c'est, je vous avais dit, passer par une analyse de risque. Et l'analyse de risque, c'est un petit peu la base de votre sécurité dans l'entreprise. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'une part d'adapter vos politiques de sécurité, parce que les risques importants, c'est là où il faudra faire attention dans l'entreprise. Donc il faudra également informer les parties prenantes, les employés, les fournisseurs, peut-être les clients, sur ces risques pour qu'ils puissent se comporter correctement. Également, le plan de continuité des activités. L'analyse de risque va permettre également de savoir où est-ce qu'il y a des risques sur vos processus critiques et donc de prendre les mesures adéquates. Également, sur les mesures de sécurité implémentées. On n'a pas des ressources illimitées, donc on va prioriser les risques et à partir de là, prendre des mesures adéquates. Et au final, ça va diriger également tout ce qui est audit, puisque l'audit, on ne va pas auditer toute votre infrastructure, on va auditer là où les risques sont importants. Et tous les audits, que ce soit financiers ou informatiques, sont toujours, en tout cas ici ceux que je connais, basés sur l'analyse des risques. Ça, c'est simplement pour vous expliquer que vous pouvez vous baser sur, par exemple, certaines normes ou référentiels. Là, je vous présente ISO 27005, qui est le standard international sur l'analyse des risques au niveau système d'information. Donc, c'est basé sur ISO 31000, qui est plus général pour un peu tous les systèmes de management. Et donc, il y a différentes phases dans lesquelles il faut passer. Déjà, établir un contexte, parce que chaque entreprise est différente, donc il faut adapter l'analyse à l'entreprise. Puis ensuite, vous passez par une zone où vous allez identifier les risques, identifier les menaces, vulnérabilités, calculer, alors qualitativement ou quantitativement, avec des chiffres ou avec des évaluations. Et simplement, ensuite, pouvoir décider si ce risque est acceptable ou pas par l'entreprise. Et qui décide si c'est acceptable? C'est le management. À partir du moment où ils acceptent un risque ou qu'ils n'acceptent pas, il faudra mettre en place différents types de traitements, style réduction du risque avec des mesures, transfert du risque en prenant une assurance contre l'incendie ou en outsourçant un service. C'est-à-dire que le risque opérationnel est traité maintenant par le fournisseur, mais vous conservez toujours la responsabilité du risque final.
Également, on peut supprimer un risque en supprimant une activité. Voilà. 4 traitements de base. Puis ensuite, on accepte le risque résiduel. Vous mettez en place une mesure pour réduire le risque. Bien, au final, il faudra voir si cette mesure réduit le risque suffisamment par rapport à ce que vous avez attendu. Et toujours, il y a de la communication, de l'information et de la revue monitoring pour s'assurer que tout votre processus fonctionne correctement et pour l'améliorer. Donc pour cela, une fois que vous avez mis en place, vous avez défini quel traitement, vous pouvez vous baser sur d'autres référentiels. Et certains référentiels, style ISO 27001, sont prévus pour les systèmes d'information, la sécurité des systèmes d'information. Et donc, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que simplement, vous prenez, là j'ai pris des exemples de mesures dans le cadre du télétravail, où à 11.7 parle de l'informatique mobile télétravail, où il faut gérer tout ce qui est communication mobile, il faut gérer le management du télétravail, également tout ce qui est contrôle d'accès réseau. Quelqu'un qui se connecte depuis l'extérieur, il faudra identifier déjà l'appareil qui se connecte, la personne, et mettre une gestion des accès. Également, manipulation des supports. Vous êtes à l'extérieur, comment vous traitez les clés USB, les CD, s'il y a de l'information confidentielle. Comment également vous vous assurez que l'information qui s'y trouve, si elle doit être détruite, est vraiment détruite. Parce qu'on sait tous que si on supprime une information sur un disque dur, l'information reste. C'est juste l'index du disque dur qui va être supprimé. Donc il faut penser un petit peu à tout ça pour s'assurer que l'information ne va pas être divulguée par la suite. Être consistant, je vous avais parlé que c'était mettre en place une gouvernance pour que ça se prenne la vision globale de l'entreprise et qu'on puisse appliquer une sécurité qui soit cohérente. Et donc là, on peut se baser sur des référentiels spécifiques au système d'information qui sont comme COBIT. Alors je ne sais pas si vous connaissez COBIT, c'est simplement un référentiel qui permet de définir des objectifs de contrôle. Pourquoi? Vous avez mis en place un processus, vous avez mis en place des mesures. Comment vous vous assurez que ces mesures fonctionnent correctement? Donc on place des objectifs de contrôle du style comme on avait vu ici dans ISO 27001 et simplement on dit si vous devez gérer des accès, est-ce que vous êtes assuré qu'il y a une requête au niveau des accès? Est-ce que la demande a été validée par le responsable du système à accéder? Est-ce que vous avez revu les accès de façon périodique? Voilà. Et COBIT parle de gouvernance avec ces 5 termes. Alors la nouvelle version rajoute un 6e terme qui est l'intégration des processus dans l'entreprise. Mais là, déjà, il faut un alignement stratégique. C'est-à-dire que votre sécurité doit être alignée sur les besoins du business. Sinon, ça ne sert à rien de faire de l'informatique ou de la sécurité. Apport de valeur. Vos investissements informatiques doivent apporter de la valeur dans l'entreprise. Sinon, autant ne rien faire. Si ça coûte trop, le business ne va pas rentrer dans votre schéma et dire « Ok, on accepte la sécurité ». Ça va être plus un frein. Également, il faut gérer les risques, parce qu'on a vu que c'est important. Également, il faut gérer les ressources. Plus vous gérez vos ressources optimalement, plus vous créez de la valeur pour l'entreprise. Et également, mesure de la performance pour s'assurer que tout ce que vous mettez en place convient et correspond à ce que vous attendez. Dernier point, rester agile. Ce qu'il faut voir, c'est que pour rester agile, il faut mettre en place de l'amélioration continue. Et ça passe par l'amélioration continue et la route Deming PDCA, où tout ce qu'on fait comme investissement est planifié, et implémenté, développé, et contrôlé, et ensuite on corrige les écarts. Et vous êtes sûr que vous allez ensuite monter en niveau de maturité vers le niveau espéré. Voilà. J'en ai fini pour cette présentation. Je suis ouvert aux questions que vous avez.